Bienvenue sur Cap News 24, place à l'entretien à bâton rompu sur votre chaîne avec le professeur Prosper Kumbondo qui est notre invité, une figure majeure du paysage politico-académique et même sportif au Cameroun, au cœur de l'actualité depuis un bout. Professeur Kumbondo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Cap News 24. Merci pour cette invitation. J'espère que je pourrai satisfaire aux exigences qui sont les vôtres, notamment en termes de réponse aux questions. Alors, prof Kumbondo, vous êtes homme politique, président du parti Univers, acteur sportif, président de club et puis membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football COMEX. Vous êtes également enseignant universitaire avec plusieurs ouvrages à votre actif. On va commencer par titiller votre casquette politique, parce que c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors, le parti Univers est désormais résolu à s'engager pour la présidentielle de 2025 au Cameroun, avec la désignation de votre candidat, Maître Akéry Mouna. Pourquoi ce choix? Est-ce parce qu'aujourd'hui, le bâtonnier fait l'actualité, ou alors vous pensez réellement qu'il est capable d'incarner les aspirations du parti Univers? Il ne s'agit pas seulement de la candidature du parti Univers. Le parti Univers se retrouvait dans une coalition de partis politiques pour laquelle nous travaillons depuis un certain temps en coulisses. C'est donc à la suite des discussions, des débats qu'il y a eu au sein de cette coalition que nous avons ensemble et de façon unanime jeté notre dévolu sur la personne de Maître Akéry Mouna. Il faut dire qu'il s'agit simplement d'un hasard que cette investiture intervienne au moment où il est sur le feu des projecteurs avec l'affaire Glencore dont vous parlez. Mais ce n'est pas l'élément qui a été déterminant pour nous. Nous avons eu l'opportunité de l'expliquer lors du discours d'investiture. Il se passe simplement qu'il y a eu un mariage entre le Cameroun, autrefois administré par la Grande-Bretagne, et la partie du Cameroun, autrefois administrée par la France. Ce mariage-là a eu lieu en 1961. Les Camerounais des deux bords se sont retrouvés. Nous noterons donc que depuis cette époque-là, depuis la réunification, en passant par l'unification du Cameroun, nous avons eu deux présidents, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Les deux sont issus de la partie francophone du Cameroun, celle qui était autrefois administrée par la France. Nous avons estimé qu'il était de bon ton d'équité politique que nous pensions aussi à faire gouverner le Cameroun par un Camerounais issu de la partie ex-anglophone du Cameroun, c'est-à-dire la partie du Cameroun autrefois administrée par la Grande-Bretagne. Cela permettra sans aucun doute de raffermir les liens entre les deux parties du Cameroun. Vous savez qu'en ce moment, il y a des velléités sécessionnistes parce que justement, certains de nos compatriotes qui sont venus de cette partie du Cameroun-là estiment qu'ils sont lésés. Nous avons donc pensé qu'il n'y avait pas mieux qu'un ressortissant de cette région, de cette partie du Cameroun qui correspond aujourd'hui aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, que d'accéder aussi à la magistrature suprême. Bien évidemment, il y aura d'autres raisons. Le temps qui nous est imparti ne nous permettrait pas d'égrener toutes les raisons qui ont présidé au choix de Maître Akéry Mouna comme candidat pour la coalition, cette coalition qui est portée sur le plan juridique par le parti Univers. Ce n'est pas un peu raccourci que d'estimer qu'il suffit de prendre un candidat d'obédience anglophone pour que toute la crise, pour que toutes les préoccupations soulevées par les Camerounais soient résolues? Est-ce que ce n'est pas un peu raccourci, prof? Est-ce que vous estimez qu'un individu, parce qu'il appartient à la partie anglophone, est à lui tout seul à même d'être la solution? Le Cameroun est malade sur plein de plans. Bien évidemment, la crise dont vous faites allusion est inscrite dans les multiples crises que connaît le Cameroun en ce moment. Et nous pensons que, de ce point de vue-là, sur cette question, il est
toujours bon qu'un frère aille parler à ses autres frères. Il le comprendrait mieux que s'il s'agissait de quelqu'un qui vient d'un autre bord. Et il faut bien noter qu'il ne s'agit pas de la seule mission qu'il a. Évidemment, cela est fondamental parce qu'il est, inscrit dans le programme qu'il va falloir réconcilier les Camerounais. Non pas seulement réconcilier les Camerounais autrefois administrés par la Grande-Bretagne, les Camerounais autrefois administrés par la France, mais il s'agit de réconcilier les Camerounais dans leur entièreté, réconcilier les Camerounais avec les institutions qui seront eux-mêmes chargées de mettre en place dans un nouveau contrat social que nous voulons pour le Cameroun. Permettez-moi de vous dire que le Cameroun, depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire depuis l'époque allemande, a été bâti, a été construit sans les Camerounais, sans que ceux-ci soient appelés à donner leur avis, sans que ne soient pris en compte les desiderata de ces Camerounais. Il est grand temps. Non, nous n'allons pas effacer l'histoire, mais il y a un moment où nous pouvons nous ressaisir et nous poser la question, nous sommes partis d'où? Nous allons où? N'est-il pas grand temps de penser le Cameroun par nous-mêmes, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et que sais-je encore? Voilà la mission que la coalition des partis politiques entend assigner, a même déjà assigné à Maître Akérémou Mouna, qui va se présenter à l'élection présidentielle parce que nous estimons que pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de mener ces réformes, il faut bien passer par l'élection présidentielle. C'est donc pour cela qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Mais il ne s'agira pas d'un président qui sera élu, d'un président comme les autres. C'est un président qui va dire stop. Alors, professeur, on vous a bien compris. Quand on vous écoute, on a le sentiment qu'il s'agit d'une lourde mission, qui a vraiment du travail à faire. Il s'agit d'une lourde mission quand on vous écoute. Est-ce que le candidat Akérémou Mouna sera à la hauteur de cette mission-là? Est-ce qu'il suffit simplement, est-ce que l'opposition a pris conscience de la lourdeur de la mission dont vous faites la description tout à l'heure? Est-ce que toute l'opposition finalement est rangée derrière vous pour que finalement vous puissiez ensemble travailler pour réussir ce pari-là? Il ne s'agira pas de l'affaire de celui qui sera élu. Il ne s'agira donc pas de l'affaire de Akérémou Mouna. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Il faut bien qu'on vous le dise. Akérémou Mouna, président de la République, ne sera arrêté que le coordonnateur de ce mouvement. D'ailleurs, en élargissant les choses, on peut également vous dire que l'équipe qui sera mise en place, parce qu'il ne travaillera pas seul, ne sera chargée que de la coordination. Cette coordination s'investira pour interroger les Camerounais, faire appel à toutes les ressources dont dispose notre pays en termes de sagesse, en termes d'intelligence, en termes d'expertise, en termes de toute autre valeur, pour qu'on se mette ensemble et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour notre pays. Et c'est de cela qu'il s'agit. On n'a donc pas forcément besoin d'un messie. Non, il s'agit simplement de quelqu'un qui sera un coordonnateur. Sortons de cette culture qui veut que le président de la République soit l'homme à tout faire. C'est sur lui que tout repose. C'est de lui qu'est attendu toutes les hautes et basses petites institutions. Non, le Cameroun appartient à tous les Camerounais et par notre action, lorsque nous serons à la présidence, il s'agira de restituer le Cameroun aux Camerounais pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent bien faire de leur pays. C'est de cela qu'il s'agit. En vous écoutant, c'est vrai que nous ne sommes pas très âgés, nous n'avons pas votre parcours, mais l'histoire du Cameroun nous permet de comprendre que ce n'est pas nouveau, ce genre d'initiative et ce genre de discours qui, ma foi, lorsque vous prononcez, c'est bien beau, mais est-ce que sur le terrain, c'est suffisant pour drainer toutes les forces vives pour aller dans ce combat-là? Quand on sait très bien, on ne peut pas faire fi de ce qui se passe sur le terrain avec l'opposition dispersée, avec les querelles de clochers, les prétentions des uns et puis en même temps l'arrogance des autres.
est-ce que vous pensez que cela ne va pas être une pierre dans la chaussure de votre coalition? Est-ce qu'il suffit simplement d'être motivé? Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sape à faire? Est-ce que l'opposition en elle-même ne peut déjà pas constituer un danger, une entrave à votre émancipation par rapport à votre parti politique, par rapport à votre projet? Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez opposition? Ça renvoie à quoi? Dans une démocratie, il y a des partis politiques qui s'engagent. D'ailleurs, c'est le principal objectif, la première ambition d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir lorsqu'on n'y est pas encore. Et lorsqu'on y est déjà, il faut se maintenir au pouvoir. Je ne sais donc pas d'où sort cette affaire d'opposition. On peut aller à la conquête du pouvoir politique seul ou avec d'autres dans des alliances. Il appartient à chacun qui veut accéder au pouvoir de faire acte de candidature, de proposer aux consommateurs du produit politique que sont les électeurs l'offre qu'il a préparée pour ceux-là, pour ces consommateurs. Il peut avoir 2 candidats, il peut avoir 15 candidats, il peut avoir 15 candidats, 40, 50 candidats. C'est un peu comme dans un supermarché. Il y a plein de produits. Chacun va chercher le produit dont il a besoin. De toute façon, moi, je me moque de ce que vous appelez opposition. Nous avons mis sur pied une alliance, une coalition avec ceux qui pensent comme nous. Qu'on ne nous oblige pas forcément à aller faire ami avec des personnes avec lesquelles nous ne partageons pas les mêmes sensations, avec des personnes, avec des gens avec lesquels nous n'avons pas le même projet politique. Qu'ils aient leur projet politique, ça c'est leur problème. Mais nous présentons notre projet politique aux consommateurs, aux Camerounais, il leur appartient de choisir. Si nous ne sommes pas élus, ce que les Camerounais n'ont pas approuvé notre projet politique, eh bien, si nous sommes élus, nous aurons compris que les Camerounais ont approuvé notre projet politique et nous allons le mettre en œuvre. Et lorsque nous serons bien évidemment élus, nous serons élus pour tous les Camerounais, aussi bien ceux qui sont d'accord avec nous que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous au moment où nous cherchons à accéder au pouvoir. Je ne veux donc pas qu'on embrigade les Camerounais dans cette histoire d'opposition qui doit finir. D'ailleurs, c'est contre nature. Vous avez déjà vu cela dans ce monde où il y a une élection et puis on fait l'unanimité. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas aujourd'hui. Et je suis d'ailleurs convaincu que ça n'existera jamais. On a souvent parlé de la force de l'opposition en 1992. Faut-il vous rappeler qu'il n'y avait pas un candidat unique de l'opposition? Alors, professeur, la question est de savoir, vous êtes un vieux briscard de la politique au Cameroun. Vous savez très bien comment ça se passe. Est-ce que vous avez abandonné pour ce qui est des règles du jeu? Je parle par exemple du code électoral. On sait très bien que cela a longtemps mobilisé les acteurs de l'opposition au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le plus important, c'est de mobiliser ou alors vous allez également vous appesantir sur le chantier du code électoral? Quelle est la démarche qui vous sied qui vous intéresse? Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez vous dire on y va, ou alors vous allez maintenant également appuyer sur le levier du code électoral pour qu'il soit révisé, pour que vous alliez en compétition à chance égale, à armes égales avec le parti au pouvoir? Oui, mais est-ce que vous avez déjà entendu le parti Univers dans ses revendications liées à quelques modifications du code électoral que ce soit? C'est à vous de poser la question. Mais il faut savoir que nous n'avons jamais été mêlés à ça, à cette histoire, de ce mouvement de revendication pour la modification du code électoral. Cela ne veut pas dire que nous approuvons le code électoral tel qu'il existe en ce moment. Il y a énormément de choses à revoir s'agissant de ce code. D'ailleurs, c'est impensable dans un pays normal que pour un code électoral mis en place en 2012, que ce code électoral n'ait pas subi de réforme
de modifications substantielles pour essayer d'adapter la règle aux réalités de l'homme. Il serait de bon temps qu'à chaque fois qu'il y a une élection, qu'on revoie, qu'on repense, qu'on cherche à savoir ce qui n'a pas marché au cours de la précédente élection pour essayer de rectifier le tir. Parce que chaque norme qu'on met en place est en réalité à titre expérimental qui peut recadrer la norme juridique. Mais vous savez bien que nous sommes dans un pays où les institutions ne fonctionnent pas, notamment en ce qui s'agit des institutions en charge de recadrer les normes. Nous, au Parti Univers, nous disons que la loi est là, elle est mauvaise, mais nous faisons d'abord avec. Nous affûtons nos armes, nous mettons en place nos stratégies en fonction de la règle qui existe. Encore que vous parlez de règles, est-ce que pour le peu qui existe déjà, avec tout le mal qu'on peut lui reconnaître, est-ce que ce code est même déjà véritablement appliqué sur le terrain? Si nous avions beaucoup de temps, je vous aurais relevé un certain nombre de choses qui font que parfois, on peut dire que ce code est véritablement inopérationnel en ce qui concerne un certain nombre de secteurs liés au processus électoral. Mais passons. Nous, au Parti Univers, nous faisons avec jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir pour remettre les choses véritablement en place avec l'aide des Camerounais. Vous comprenez alors que c'est l'une de nos ambitions. Les institutions ne fonctionnent pas. Les textes sont mal ficelés. Au lieu de crier à corps et à cri alors qu'on n'est pas encore au pouvoir, il faut s'investir comme nous le faisons avec le Parti Univers. Tout faire pour arriver au pouvoir et puis faire les choses comme elles doivent être faites, c'est-à-dire dans le bon sens. Vous êtes un homme avec plusieurs casquettes. On va parler de l'acteur sportif ou alors du président de club, du membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Tout ça pour vous seul. Alors, on vous a vu depuis quelques semaines déjà, vous avez été représenté la Fédération camerounaise de football pendant des périodes, on va dire, cruciales. Alors, on va vous poser une question comme au quartier. Que se passe-t-il avec le MINICEP? Trivialement. Que le ministère en charge des sports au Cameroun refuse de jouer son rôle exclusif de tutelle des fédérations et se mêle de la gestion au quotidien des fédérations. Ce n'est pas seulement vis-à-vis ou alors à l'encontre de la fédération camerounaise que cela se passe. Cela se passe au Cameroun avec toutes les fédérations sportives. J'ai envie de dire sans exception. Le ministère des Sports, soit par ignorance, soit de façon délibérée, se décide de gérer les fédérations en lait. Parce que les partisans ici de sa mission de simple tutelle. Une mission qui devrait se limiter en le contrôle de la gestion de l'activité des fédérations. La tutelle suppose simplement des rappels à l'ordre, de s'assurer que tout va bien de ce côté-là, du côté des fédérations. Alors, le problème qui se pose, qui a d'ailleurs déclenché ce que vous voyez sur la table en termes de sujet, c'est que le ministre en charge des sports, qui n'est nullement habilité, qui n'a nullement compétence pour nommer l'entraîneur, sélectionneur, s'est permis de le faire en violant ainsi les droits de la Fédération camerounaise de football, en violant le décret du président de la République, en violant la convention qui a été passée, même s'il y a des choses à redire sur cette convention en termes d'illégalité. Mais la convention, elle est là. Elle doit s'appliquer, même si elle est mauvaise. Mais il se passe que même cette mauvaise convention, le ministère en charge des sports refuse de la respecter aussi bien dans son esprit que dans sa lettre. Il est donc de bon ton que nous qui sommes à la Fédération camerounaise de football comme dirigeants, vous l'avez dit, je suis membre du comité exécutif, je ne peux pas accepter que la fédération que je dirige en tant que membre du comité exécutif, qu'on marche sur les pieds de cette fédération, soit par ignorance, soit parce qu'on veut absolument
être mauvais. Nous revendiquons dans nos droits le droit de gérer la Fédération camerounaise de football en tant qu'élus et nous demandons au ministère en charge du sport de se cantonner dans ses missions d'autorité de tutelle. Voilà simplement le problème qui se pose en ce moment entre la Fédération camerounaise de football et sa tutelle représentée par le ministère en charge des sports. Professeur Koumvondo, que nous ne sommes pas dans un débat contradictoire, il n'y a pas un représentant du ministère sur le plateau pour vous répondre. Il appartient à la Fédération camerounaise de football de nommer son entraîneur. Mais il peut arriver aussi que, et c'est la convention dit, que le ministère en charge des sports mette à la disposition de la Fédération camerounaise de football, comme d'ailleurs pour toutes les autres fédérations, un entraîneur. Il s'agit d'une mise à disposition. Le chemin est lequel? Le ministère en charge des sports peut choisir un fonctionnaire en service au ministère des Sports ou ailleurs, un fonctionnaire étatique en tout cas, et le met à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Le ministère peut aussi, par voie contractuelle, vous savez qu'il y a des contractuels d'administration, l'administration peut passer les contrats, je veux dire l'administration étatique, peut donc passer une convention, ça c'est notre problème jusque-là. Fort de sa relation avec son co-contractant, le ministère en charge des sports peut donc mettre son co-contractant à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Dans les deux cas, souffrez que je vous le dise, la Fédération camerounaise de football doit donner son accord pour accepter la mise à disposition. La mise à disposition n'est pas forcée, elle ne se fait pas d'autorité. Parce que vous pouvez m'envoyer un entraîneur et je vous dis, de celui-là, je n'en ai pas besoin et ça s'arrête là. Parce que imposer un entraîneur à la Fédération camerounaise de football, c'est un acte de gestion. Lorsque le ministère se livre à des actes de gestion, qui va le contrôler? Les choses ont été si bien faites par le législateur, par les faiseurs de normes juridiques. Il y a un gestionnaire et il y a un contrôleur de la gestion qu'on appelle la tutelle. J'ai envie de poser dans cette question, ce n'est pas dans mon rôle que de le faire. Mais alors, lorsque le ministère gère, qui va le contrôler? Parce qu'il faut une tutelle pour contrôler celui qui gère. Le ministère en charge des sports a tout faux. Je suis regret de le dire et je suis très gêné parce que celui qui est à la tête de ce ministère est un professeur titulaire comme moi. Ce sont les choses les plus basiques que nous enseignons à nos étudiants de première année de droit. La différence entre l'autorité de tutelle et l'autorité hiérarchique. Le ministère en charge des sports n'est pas l'autorité hiérarchique de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas à un professeur titulaire qu'on va enseigner, ce n'est pas un professeur titulaire de droit qu'on va enseigner cela. On vous a vu avec vos compatriotes du ministère du Sport en train d'échanger dans la sérénité et on espère que cela va se poursuivre. D'ailleurs, pour image, on se souvient encore dimanche dernier de la Coupe du Cameroun. On a eu de très belles images avec le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football qui sont allés affichant un sourire à Dieu. On espère que la paix des braves, que le calumet de la paix a été fumé parce que l'échéance du 11 octobre prochain est cruciale et on prie pour que toutes les parties prenantes, chacun à son niveau, puisse mettre de l'eau dans son vin pour que seul le Cameroun puisse primer, seul l'intérêt du Cameroun puisse primer. Alors, on va revenir un peu sur... C'est vrai que je vous connais un peu, parce que je connais certains de vos étudiants qui vous connaissent très tempérés, mais qui n'ont pas compris de vous voir sur les plateaux un peu très nerveux, vraiment incisifs. Et avant de faire ce programme, je suis allé rencontrer certains de vos étudiants qui ont pris votre parti en disant que vous êtes plutôt tempéré, modéré, mais beaucoup ont été surpris de vous voir sur les plateaux vraiment incisifs, nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Est-ce que c'est seulement cela qui vous a décontenancé? Oui, mais écoutez, il faut savoir que à chaque moment de la vie, on est appelé à jouer un rôle social.
Quand je suis dans les amphithéâtres, c'est le professeur Kouvondo qui est avec ses étudiants. Quand je pars des amphithéâtres, je rentre à la maison, ce n'est plus le professeur Kouvondo, c'est le mari de mon épouse. Je suis le mari d'une femme de ce côté-là. J'ai tout un autre comportement, je joue un autre rôle à ce moment-là. Quand je pars de là, je me retrouve avec mes enfants de Ngaoundéré Football Club. C'est une autre personne qu'on va découvrir de ce côté-là. Si vous venez vers moi avec des armes, vous allez découvrir quelqu'un qui va se défendre avec des armes, avec la violence qui sied pour se défendre lorsque on utilise les armes contre vous. Si vous venez avec le calumet de la paix, vous allez également trouver quelqu'un de calme, de pondéré. Est-ce que les étudiants dans les amphis marchent sur mes doigts? Que non. Est-ce que lorsque je suis en famille, mon épouse marche sur mes doigts? Que non. Mais lorsque je suis en face des fonctionnaires du ministère qui veulent marcher sur mes doigts, eh bien, je suis en droit de sortir de mes gonds et de me défendre. Parce qu'il s'agit essentiellement de défendre mon mandat. Je suis un élu à l'Africa Foot. Et pour être élu, il faut bien comprendre qu'il faut mener des batailles. Et que quelqu'un vienne arracher comme ça, du jour au lendemain, le butin de la lutte que j'ai menée pour être élu, je dis non et je le dirai, qu'on le veuille ou non, avec toute la violence qui sied à ce type de défense. Cette question, les yeux dans les yeux, c'est une question qui se dit partout. Il y a trop d'argent depuis que votre exécutif est à la Fédération camerounaise de football. Il y a un ensemble d'éléments, on estime que vous n'avez pas fait de bilan. Il y a beaucoup d'argent, il y a One World Sport, il y a des contrats, il n'y a pas de justificatif, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous ne comprenez pas le fait que les gens veulent comprendre, que les Camerounais veulent comprendre? Parce que la fédération, le football au Cameroun, c'est un peu l'opium du peuple. Donc, beaucoup ne peuvent pas se dire pourquoi seulement l'Africa Foot. Ça a été toujours comme ça, le football et le sport roi. Est-ce que vous ne comprenez pas le fait que chacun mette le regard sur la gestion de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi est-ce que vous prenez toujours ça comme un acharnement? Je souhaite que ceux qui mettent leur regard dans les affaires du football ne s'y limitent pas. Pour parler des affaires du football, il faut investir. Il faut mettre de son argent. Il faut créer un club pour savoir ce que c'est qu'investir dans le football. Permettez-moi de vous dire que la Fédération camerounaise de football est une association privée. Ce sont les investisseurs dans le football qui ont droit de citer. C'est à eux qu'on rend compte de la gestion de leur argent. Les comptes rendus des affaires de la Fédération camerounaise de football, notamment, comme vous avez bien parlé, en termes d'argent, cela ne se fait pas sur les plateaux de télévision. Cela ne se fait pas au Carrefour, dans un quartier. Non, dans une société bien, il y a des règles qui existent. Et permettez-moi de continuer à penser que le Cameroun est un pays bien, parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Le président de la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif, lorsqu'ils ont fini de gérer l'argent dont vous parlez, il y a des instances habilitées pour des comptes rendus. Je peux donc vous dire que dans quelques jours, il y aura une assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Celle-ci est convoquée et entre autres questions qui sont abordées, c'est des comptes rendus de ce que les dirigeants qui ont été élus font de la Fédération camerounaise de football en termes de gestion. Gestion sur le plan sportif, gestion sur le plan administratif et, comme vous avez bien l'entendre, gestion sur le plan financier. Ce n'est donc pas devant vous, monsieur le journaliste, que les dirigeants de la Fédération camerounaise de football sont appelés à venir faire des bilans. Si vous voulez avoir ces bilans, eh bien, attendez que la fédération, les dirigeants, fassent leur bilan et vous pourrez donc chercher des informations. J'ai envie de dire à ceux qui bavardent, alors qu'ils ne font absolument rien pour l'avancée du football, pour le développement du football, qu'ils se taisent et qu'ils se contentent de regarder les autres agir. Parce que ceux qui sont à la Fédération camerounaise de football, s'ils y sont, c'est parce qu'ils ont de l'amour pour le football. Au-delà de l'amour qu'ils ont pour le football, ils y investissent. Je peux vous dire que Kouvondo qui vous parle, en un an, je mets au bas mot 40 millions de francs pour animer
le football camerounais à partir de Gaoundé de football, qui regroupe en ce moment près de 400 jeunes en formation et qui font aussi de la compétition. Que quelqu'un lève le doigt et qui me dise combien il a investi pour un joueur au Cameroun avant de venir parler ou alors avant de critiquer. Alors qu'on arrête ce genre de choses au Cameroun. Venez investir. Nous attendons les investisseurs et vous allez nous demander des comptes parce que vous aurez donné de l'argent pour le football et vous chercherez à savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'argent que vous avez investi dans le football. Il faut également dire quand on investit, il y a parfois aussi des retours sur investissement. Alors, on va passer. Le président de la Fédération camerounaise de football a été frappé de suspension par la FIFA, 6 mois. Est-ce que vous comprenez cela? Mais je comprends cela très bien. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Toute compétition qu'on organise a des règles. Pour que vos auditeurs, vos téléspectateurs suivent, comprennent bien de quoi il s'agit, c'est que lorsque un acteur de football, à l'occasion d'un match, commet une faute, et là il s'agit d'une faute disciplinaire, il peut être sanctionné. Sur le terrain, vous avez l'habitude de voir qu'un joueur qui s'est mal comporté reçoit un carton jaune. C'est une sanction disciplinaire. Il peut recevoir un carton rouge. Et oui, et il sera suspendu pour plusieurs matchs. L'entraîneur, qui est un acteur du football étant assis au banc de touche, il peut aussi être expulsé parce qu'il a commis une faute disciplinaire. Le président de la Fédération camerounaise de football est un acteur de l'équipe de football qui joue. Il peut donc être sanctionné avec interdiction pour lui de prendre part au match. Ça veut dire qu'il ne peut plus s'asseoir sur le banc de touche pendant la période indiquée pour la sanction. Ça s'arrête là. Tout comme le joueur peut être interdit de jouer, l'entraîneur peut être interdit de s'asseoir au banc de touche, le médecin peut recevoir aussi ce type de sanction. Pourquoi on va en faire un drame? Parce que celui qui est sanctionné sur le sujet que vous portez sur la table s'appelle Samuel Eto'o. Ce type de sanction, ça arrive tous les jours lorsqu'il y a compétition. Mais ça ne fait pas autant de bruit que vous voulez en faire parce qu'il s'agit de Samuel Eto'o. Évidemment, lorsqu'on était sanctionné, ceux qui ont prononcé la sanction n'ont pas forcément le dernier mot. Il y a encore des voies de recours et je suis convaincu que contestant cette sanction, parce que M. Samuel Eto'o estime que c'est à tort qu'il a été sanctionné, attendez-vous donc à ce qu'il fasse des recours, les recours indiqués par les procédures en la matière et peut-être que demain, il soit innocenté. Ce qui est vrai pour un président de fédération est aussi vrai pour un joueur qui a reçu un carton jaune ou un carton rouge. Il peut contester la décision. Ça peut être vrai pour un entraîneur, ça peut donc aussi être vrai pour un dirigeant. Pour si peu, n'en faisons pas tant de drame. Si c'est une tapette, eh bien comprenez simplement que c'est une tapette dans un verre d'eau. Alors, professeur Koumvondo, je m'en voudrais de sortir de ce programme sans aborder la dernière casquette de votre personnalité, si vous voulez, l'universitaire que vous êtes, l'enseignant, le chercheur, pour faire plaisir à vos milliers d'étudiants qui suivent ce programme, bien évidemment. Vous les encadrez avec beaucoup de pédagogie, m'ont-ils fait savoir. Alors, vous avez commis plusieurs ouvrages, et je vais en lister quelques-uns. Le juge camerounais, sont eux qui me l'ont relevé. Le pouvoir exécutif, Janus de la justice camerounaise, je vois aussi aux presses universitaires d'Afrique, et bien d'autres articles de renom. Alors, j'aimerais vous poser une question, la question de savoir, l'homme politique que vous êtes, président du parti Univers, vous êtes acteur sportif, président de club, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, enseignant-chercheur, universitaire, écrivain, dans laquelle de cette casquette est-ce que vous vous sentez le plus épanoui? Je ne peux m'empêcher de dire que je suis d'abord universitaire. Je suis un professionnel de l'enseignement. Je suis un enseignant-chercheur et je suis plus à l'aise dans cette activité que j'ai librement choisie. Les autres activités sont très accessoires pour moi d'ailleurs. Ces activités-là ne me servent que de détente pour mon activité principale qui est celle d'enseignant-chercheur, participant en même temps à l'appui au développement. Parce qu'il faut comprendre que
les missions d'un enseignant d'université sont triples. Faire de la recherche, diffuser cette recherche à travers les enseignements dispensés à l'université et bien évidemment apporter son appui au développement un peu partout où il peut être appelé comme expert. Évidemment, lorsque j'ai fini cela, je peux aller me détendre en faisant de la politique, en faisant du sport. Je crois donc avoir répondu à votre question. Pour les étudiants, ils auront sûrement observé que je suis un peu trop distant par rapport à quelques années où je m'investissais jour et nuit quasiment en venant donner les cours. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que je suis professeur titulaire. C'est un peu l'équivalent de général d'armée. C'est-à-dire qu'après le professeur titulaire, il n'y a plus que Dieu au-dessus de lui. Je suis donc à ce titre non pas seulement chargé de former les étudiants, je suis aussi chargé de former les enseignants des universités. Il faut qu'on le comprenne bien. Un professeur titulaire encadre ses jeunes collègues qui sont déjà maîtres de conférence pour que ceux-ci deviennent aussi professeurs titulaires. Le professeur encadre des chargés de cours, il encadre des assistants. Vous comprenez que je suis obligé donc de me détacher un peu plus des activités fondamentales d'enseignement pour les étudiants du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, pour m'occuper aussi de ceux qui ont déjà fini leur formation de juriste et qui ont embrassé la carrière d'enseignant d'université et qui ont besoin d'encadrement. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'école normale de formation des enseignants d'université. Mais les gens se trompent en pensant que les enseignants d'université ne sont pas formés. Non, à l'université, les aînés que nous sommes, professeurs titulaires, nous sommes chargés aussi de la formation des maîtres de conférence, de la formation des chargés de cours et de la formation des assistants. Et on peut ne pas me voir à l'université, cela ne m'empêche pas de travailler. Aujourd'hui, il y a les moyens de communication faciles. Je dirige des thèses, des mémoires, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Pour dire que l'enseignant d'université, il n'est pas seulement à l'amphi. Ne pensez pas que si vous ne le voyez pas dans le campus, il ne fait pas son travail. Même étant dans ma salle de bain, eh bien, je réfléchis, je pense, je travaille, non pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes enseignants dont j'ai la charge de la formation. En 2018, vous avez porté Cabral Libye. En 2025, vous portez Akeremouna. On comprend finalement pourquoi est-ce que vous ne vous portez pas candidat. C'est parce que l'activité politique pour vous n'est que le divertissement. C'est bien ça? La question que vous posez rejoint justement la dernière. Je suis enseignant. Un enseignant ne s'investit pas pour lui-même, essentiellement. Un enseignant s'investit pour les autres. Ma gloire vient de ce que je peux présenter des produits que j'ai formés. À l'université, je dois pouvoir présenter à la fin de ma carrière en disant, voilà les professeurs titulaires que j'ai formés, voilà les chargés de cours que j'ai formés, voilà les maîtres de conférences que j'ai formés. Toujours dans cet esprit qui est celui d'un enseignant. Quand je vais en politique, je n'y vais pas pour moi-même, j'y vais pour la promotion des autres. C'est pour cela qu'en 2018, l'enseignant a dit, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de faire promouvoir les autres. Et j'ai pris un jeune, Cabral Libye, et vous savez à quel niveau il se trouve dans les affaires politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, Cabral a grandi, il s'en est allé. Je vais chercher un autre pour l'amener à partir du niveau où il se trouve aujourd'hui. Vous savez que lors de la dernière élection présidentielle, Maître Akeremouna qui était candidat avec quasiment 0%. Eh bien, comme Jésus-Christ qui va chercher les pécheurs, comme Jésus-Christ qui va chercher ceux qui sont en train de se noyer à 0% pour une élection présidentielle, je vais chercher Akeremouna pour l'amener à plus de 50%. Voilà la mission d'un enseignant. Et puis, pouvons-nous penser un seul instant que pour servir son pays, il faut absolument être président de la République? Laissez-moi servir le Cameroun là où je suis en faisant la promotion de ces candidats à l'élection présidentielle. Et si je me mets à vous égrener le chapelet
des personnalités que j'ai eu à fabriquer dans ce pays. On peut y compter, tenez-vous bien tranquille, des ministres. Dans le gouvernement de Biya aujourd'hui, il y a au moins 3 membres du gouvernement qui ont été mes étudiants. J'ai des gouverneurs dans le régime Biya qui ont été mes étudiants. J'ai des préfets, des sous-préfets, des recteurs d'université, tenez-vous bien tranquille, des vice-recteurs qui ont été mes étudiants. Faut-il vous rappeler que je ne suis pas aussi jeune que ça? Je suis à ma 59e année. Que nous ne soyons pas surpris que je puisse commencer à faire le bilan. Mais ce n'est pas le bilan concernant la réussite de Kouvondo. C'est le bilan en termes de réussite des autres dont il a la charge de faire la promotion. Souvenons-nous que dans ce monde, on ne vit pas seulement pour soi, on vit aussi pour les autres, un peu comme les plantes qui nous donnent cette leçon. Le manguier produit des mangues, mais le manguier ne mange pas ses mangues. Il faut que chacun, en tant qu'humain, puisse retenir ces leçons. Donc, pour y revenir, lorsqu'on construit une maison, ce n'est pas seulement pour soi. Lorsqu'on construit une route, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour les autres. Parce qu'on a aussi bénéficié des bienfaits réalisés par les autres. On vient dans la vie, on joue sa partition et on s'en va. C'est pour cela que je ne cesse de dire à ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir qu'il faut savoir partir après avoir fait la promotion des autres, en laissant derrière soi un héritage, d'abord en tant qu'homme, ces hommes qui vont perpétuer l'œuvre que vous avez réalisée le temps de votre vie. Ce message s'adresse donc à M. Biya aussi. M. Biya, il faut savoir partir. Kouvondo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur CAMnews 24 et en simultané sur Koubaroudi TV Débat. Merci infiniment. Tout le plaisir a été pour moi et Saïd, soyez sans rassurer. Chaque fois que vous faites appel à moi et dans la limite de temps dont je dispose, eh bien, je répondrai présent et je vais répondre à vos questions. Politique, professeur Kouvondo, président du parti Univers, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football COMEX, enseignant, chercheur universitaire, auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels Le juge camerounais, le pouvoir exécutif, Janus de la justice camerounaise. Ce programme a été réalisé avec le concours de Yves Anselme Tadjoufo, assisté de Ibrahim Sali, Bautelainer et Christian Auré. Supervision générale, Dieu le Créateur. Au revoir.